La réunion est maintenant enregistrée. Meeting recording has started. Avec un bon accent québécois. Chers amis qui sont en ligne et qui nous rejoignent par la pensée, par leurs interventions, par leur joie et leur émotion, je pense, nous sommes tous ici de participer à cette journée qui est dédiée à Étienne. Je ne résiste pas à l'envie de commencer par une phrase d'Étienne qui m'a énormément frappée. Et puis je pense une phrase à prendre par cœur pour les chercheurs. Pour tous ceux qui s'interrogent de cette phrase est la suivante: ce qui est clos et hostile, pour celui qui a renoncé à se laisser interpeller par les phénomènes d'altérité, est ouvert et fécond pour celui qui s'est donné la peine d'entrer dans les chemins de la connaissance. Cette phrase résume parfaitement Étienne. Pour ceux qui l'ont connu un petit peu ou tout au long de leur chemin de vie ou tout au long de leur carrière intellectuelle, et ce résumé, je pense, montre à quel point aussi nous sommes tous ici redevables et émus de lui rendre cet hommage. Cet hommage aurait pu être rendu et a été rendu et sera encore rendu par de très nombreuses institutions, tant il a collaboré avec un nombre important d'institutions nationales et internationales. Nous voulions la faire au nom du GENDEV, non sans quelques difficultés, puisqu'il y a eu le Covid, il y a eu toute une série de petites difficultés matérielles, mais il a toujours été décidé de la maintenir. Quoi qu'il en soit, parce que le GEMDEF s'honore particulièrement d'avoir eu Étienne comme vice-président. Étienne a beaucoup participé aux travaux du GEMDEF. Il a publié au sein des cahiers du GEMDEF, il a publié au sein de publications communes chez Catalan, sur l'avatar de l'État, et donc il y a vraiment une contribution scientifique qui est importante, à laquelle nous voulons rendre hommage, et essayer de tirer toutes les virtualités, tout ce qui nous permet encore de découvrir sur les chemins de la connaissance. Et puis il y a évidemment eu tous ces contacts humains très riches qui sont aussi l'objet de notre présence. Avec un peu d'émotion et d'inquiétude aussi de cette journée. Émotion parce que Jacqueline est là, émotion parce que j'ai moi-même eu la chance de connaître Étienne et de faire toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face. Tout tordu auquel il a dû faire face. Je sais d'autant plus que j'ai moi-même été tordu à mon corps défendant au départ, en ayant été parachuté, sans savoir, dans le diplôme qu'il dirigeait, en remplacement d'une personne qui, semble-t-il, faisait très bien son travail. Mais donc, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, ça faisait partie des nombreux coups tordus qu'on lui jouait. En fait, je l'ai appris plus tard. Donc j'ai pu mesurer dès ce moment-là, en ayant petit à petit découvert ce qui s'était passé, à quel point on a essayé de bloquer ou de l'empêcher, ou en tout cas de ne pas lui permettre de donner toutes ces virtualités. Et malgré ça, j'ai été accueillie avec beaucoup de bienveillance. Donc, c'est absolument rien. Je parachutais, que je débarquais, et Étienne a été là. Étienne a été là, et ça m'a permis, avec confiance, en fait, d'entrer dans ce chemin-là qui était très nouveau pour moi. Ce chemin-là aussi, alors, les très très grandes, les innombrables quasiment contributions d'Étienne, il y en a un qui était très important pour moi, qui m'a permis d'entrer un peu dans les bons africains, qui est les Africains et l'institution de la justice. Je suppose que chacun a peut-être un petit peu parmi les ouvrages d'Étienne, un ouvrage qui était un peu un ouvrage fondateur, ou qui a, pour moi, ça a vraiment été celui-là. Et donc voilà, c'est vraiment avec cette émotion que j'ouvre cette journée, et particulièrement en présence de Jacqueline. C'est avec un peu d'inquiétude aussi. Évidemment, je mesure toute la portée de l'œuvre d'Étienne, toutes les thématiques qu'il a abordées, tous les champs disciplinaires qu'il a su dépasser, vaincre, en réunir. Et de ce fait-là, bien, cette journée sera forcément incomplète et frustrante. Il a d'ailleurs été très difficile de l'organiser à beaucoup d'égards dans le choix des thématiques. Je dois dire qu'on était même parti au départ, parce qu'on voulait faire ça relativement rapidement. On était parti sur une demi-journée. Et
évidemment absolument pas possible en une demi-journée. Donc ça a basculé sur une journée et vraiment même sur cette journée c'est totalement insuffisant. Donc il a fallu picorer un peu finalement en essayant de voir quelles sont les thématiques qui pourraient être importantes, particulièrement riches et évidemment de ce fait-là nous en avons mis beaucoup de côté. Nous en avons tous conscience dans l'organisation de cette journée et donc nous espérons évidemment que ça n'est qu'un point de départ pour développer, pour enrichir encore voilà, les petites amorces que nous avons tenté de mettre aujourd'hui dans cette salle. C'est incomplet et frustrant aussi évidemment pour les intervenants. Avec toute la richesse de sa carrière, la richesse des thématiques. Je voudrais citer certaines personnes qui auraient dû intervenir ou pu intervenir ou souhaité intervenir et qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu être là ou n'ont pas pu intervenir. Je pense à un Roche Bude, sur le foncier, qui malheureusement, pour diverses raisons, ne peut pas être là. Je pense à Jean-Jacques Gabas, je pense à Camille Brunou, qui ne peut pas être là non plus, Christophe Engelhardt, Jenny Bazegissa. En fait, la liste est très longue en réalité de personnes qui auraient eu toute leur légitimité pour venir et qui malheureusement ne peuvent pas être là. Et donc nous espérons là encore pouvoir prolonger avec toutes ces personnes qui auront énormément de choses à dire et qui ont très bien connu Étienne. Il est vrai que la liste est longue parce que Étienne a marqué tous les collègues de la coalition dans les diverses institutions, que ce soit Paris 1, le LFP, le GENDEV, la TREFA, l'Académie européenne de théorie du droit, je passe les institutions internationales, je passe d'autres, et puis évidemment aussi, il y a tous ces anciens thésards. Je pense que c'est une de ces grandes œuvres d'amener ces thésards à la réflexion, à la liberté intellectuelle, à l'autonomie, à la découverte, au dépassement des frontières. Donc nous avons la chance d'en avoir certains de nous ici. Qui vont pouvoir intervenir, certains ont même une contribution spécifique. Tout le monde, de manière générale, ici, a un débat sur la liberté intellectuelle, tout courage, que ce soit du courage par rapport aux institutions, que ce soit du courage physique aussi face à la maladie. Et tout ça, je suis effectivement un personnage indispensable. Je sais vraiment que c'est dommage. Donc, comme je le disais, cette journée va être incomplète et frustrante, mais nous allons essayer d'aborder les points saillants. Très schématiquement, la matinée sera consacrée à ce qui était au cœur de l'œuvre d'Étienne, dès le départ, je dirais même chronologiquement, c'est-à-dire les questions foncières. Et puis, cet après-midi, nous nous intéresserons à son apport en matière de théorie du droit, champ disciplinaire, et nous terminerons par un des projets auxquels il a beaucoup contribué et qu'il a considéré comme étant humainement l'un des plus beaux projets auxquels il était associé, c'est-à-dire l'intermédiation culturelle. Voilà pour cette journée et pour cette matinée. Et donc, j'enchaîne tout de suite avec la présentation de cette matinée. Nous nous consacrer aux questions foncières. Les questions foncières sont, comme je le disais, vraiment au cœur de l'œuvre d'Étienne et dès le départ. On a vu ces deux thèses sur le foncier, en 1970 et 1972, je crois, sur les systèmes fonciers Wolof ou Sénégal. Et donc, je pense qu'on peut considérer que c'est effectivement un axe pivot central de sa pensée, avec tout de suite cette volonté de décentrement, d'échapper aux conceptions que les juristes apprennent à l'université, conception propriétariste du foncier, conception de la propriété bornée avec l'usus, le fructus et l'abusus, pour un propriétaire bien déterminé. Et donc cette volonté d'aller au-delà, et notamment grâce au continent africain, à la pratique, à la connaissance du continent africain, essayer d'aller vers d'autres juridicités, d'autres compréhensions, le type de direction de l'homme et la terre. Alors sur ces thématiques-là, nous avons le grand plaisir de présenter l'intervention de Dominique Collagen. Dominique Collagen est associé auprès de l'AFD et qui va nous montrer l'apport de l'œuvre d'Étienne Leroy et
possibilité de mettre l'œuvre d'Étienne Leroy au service des politiques de développement. La parole à Dominique. Merci beaucoup, Alix. Je demande juste pour une petite technique. Comment est-ce que je peux faire pour projeter? Essayez de projeter en direct en partageant votre écran. Mais comment je me connecte? Ah, vous n'êtes pas connecté encore? Non. Il faut aller sur le lien qui est soit sur le carton d'invitation, sur le site du chef d'EL sinon. Ah oui. C'est Campus 93, Campus, c'est avec un grand C, Campus 93. Oui. Voilà, avec un point d'exclamation. Campus, c'est majuscule. Campus, ouais. 93, point d'exclamation. Dans la connexion. En ligne. Il a réussi, oui. Alors normalement, vous devriez votre PowerPoint sur votre écran, enfin sur votre portable, vous devriez partager. Oui. Ben voilà. Et bien, parfait. Ouais, mais si vous devriez pouvoir Tout en bas. tout en bas. Ah ouais. Voilà. Ah, moi je le vois, il est pas là. Bon, bah, pas grave. C'est sûr, on va voir. C'est sur le petit écran. Comment l'écran ça marche, c'est pas là. Donc, je pense que je vais. C'est tout, ça y est. Ça marche. Il y a 2-3 secondes, hein, ils disent. D'accord, ok, mais je pense qu'on va. On arrivera à lire à peu près. Avant de commencer, je me permets, comme je suis le premier à parler, à enchaîner un peu sur Alix, parce que je parlais de redevabilité, d'émotion, et c'est vrai que c'est exactement les sentiments que je ressens à titre personnel, en fait. Hein. Enfin, en termes de redevabilité, je l'avais déjà dit à Alix par email, mais en fait, Étienne, je lui dois, peut-être même pas exagéré, de dire je lui dois tout, en fait. Hein. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est le 10 novembre, c'est le jour de mon mariage. Ina, que Jacqueline connaît, hein, je l'ai connue finalement à travers la LHP, à travers Étienne. Très clairement, il en était fier, hein, quelque part aussi. Le fait même d'être venu à Paris, pour moi, en tant qu'Allemand, était lié au fait qu'il avait le LHP, qui avait ces réflexions qui étaient en cours ici. C'était Étienne, donc mon lieu de vie, ma famille, ma fille.
Et en fin de compte aussi mon lieu de travail, parce que très clairement le travail que je fais, je vais rapidement en parler, est assez directement, enfin pour moi même totalement en lien avec ce qu'on nous a transmis. Et donc oui, je compte difficilement quelque chose que je ne devrais pas à Étienne, hein, qui est décédé 3 mois après ma mère en fait, hein, qui a elle aussi difficile avant de et ça, enfin bon, ce qui est un peu bon aussi difficile, on va dire, le deuil d'Étienne quelque part, enfin, parce que c'était un moment compliqué aussi hein, pour moi. Mais en tout cas, oui, enfin, je suis extrêmement ravi qu'il y ait au moins cette possibilité, ce moment de lui rendre hommage, même s'il sera extrêmement modeste. Hein, et là, bon, je me présente, hein, je travaille donc à l'AFD depuis 6 ans maintenant, après un parcours qui, bon, thèse au l'AGP, avoir eu un parcours de recherche dans différents endroits, une université en Belgique, l'université d'Anvers, puis l'Institut Max Planck en Allemagne, avec des recherches qui n'étaient pas directement liées au foncier, enfin, ni ma thèse, ni mes recherches étaient véritablement directement liées au foncier, c'était beaucoup plus des questions liées à la justice et aux migrations aussi. Mais j'y ai touché régulièrement et j'y touche beaucoup aujourd'hui en fait. Hein, donc dans ce que je vais présenter, je préfère ne pas trop rentrer dans les travaux d'Étienne et plutôt bon, donner un peu une perspective donc, de ce que je connais le mieux de par mon travail que je fais maintenant, donc ce monde des gens qui sont statisticiens du développement et du foncier, et comment finalement les recherches d'Étienne et du LHJP ont émergé en parallèle. Alors, je vais essayer de retracer un petit peu un historique que je me suis concocté hein, des 40 dernières années pour essayer de voir un peu comment ces deux mondes ont pu interagir. J'ai toujours pas fini avec moi-même. Je voulais juste vous situer où je travaille. Alors, le petit cercle rouge qu'on voit sur la gauche, là, sur un de ces 8 piliers là, qui sont en dessous de la direction générale de l'Agence française de développement, c'est là que je suis. C'est un tout petit endroit dans une grande institution. Ces divers piliers, en fait, alors on ne les voit pas malheureusement. Hein, on va peut-être partager les présentations après. Et de toute façon, l'organigramme de l'AFD est sur le site de l'AFD. C'est une institution financière, c'est l'institution qui finance la plus grande partie des projets de développement, y inclus sur le foncier à l'étranger, en tout cas avec l'argent français. C'est une institution qui fonctionne comme d'autres bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, comme la Banque européenne, comme la Banque africaine. Et donc, c'est avant tout une institution financière. Donc, beaucoup de ces piliers-là sont des piliers, on va dire, français, financiers. Beaucoup de mes collègues travaillent sur des aspects que je ne comprends même pas. D'autres travaillent sur la stratégie. Donc, il y a une stratégie aussi à mettre en place, à mettre en avant. Bon, on ne se retrouve pas forcément non plus beaucoup. Donc, chacun de ces piliers vit un peu dans son propre monde. Chacun de ces piliers a un peu ses sous-départements. Un de ces 8 piliers, c'est celui que vous trouvez là. Il s'appelle Solutions Développement Durable et c'est en fait le pilier dans lequel travaillent tous les gens qui développent des projets. Ce que moi j'appellerais un projet. Là, dès qu'on fait un projet comme un projet de financement, nous on est dans un endroit où on travaille sur le contenu technique des projets. Là-dedans, vous avez des agronomes, des ingénieurs qui construisent des ponts, des barrages, etc. Vous avez, et là vient le tout petit cercle dans lequel je suis, vous avez aussi des gens qui expliquent à tous ces gens, des ingénieurs, des experts de divers domaines, finalement comment là-dedans pourrait fonctionner un être humain, parce que c'est des projets qui sont conçus de manière technique. Nous, on est des experts sociaux, on est 6, 7 dans une équipe de 20 où il y a beaucoup d'environnementalistes aussi, donc on regarde chaque projet que l'AFD finance sous l'angle environnemental et sous l'angle social. Et un des problèmes qui se pose beaucoup sur les grands projets d'infrastructure, ce sont les déplacements de population. C'est-à-dire que pour construire un barrage, il y a besoin d'espace, pour construire une route, un
frontières, etc., qui passent tout droit dans la nature. À un moment donné, on passe au milieu d'un village ou on passe au milieu d'une maison et il va falloir s'interroger qu'est-ce qui se passe là. Et c'est là évidemment que les questions foncières deviennent extrêmement importantes parce que bon, ça on a tout compris, les systèmes fonciers formels existants, très généralement, ne rendent pas suffisamment compte de qui peut être affecté par le projet, de qui même détient cette terre et des véritables conséquences sociales que peut avoir un projet. Et donc, c'est dans ce tout petit cercle-là que vous voyez que l'AFD se pose cette question et qu'on essaie de faire au mieux donc pour donc, expliquer à l'intérieur de la maison quels sont finalement les impacts. C'est en termes d'impact qu'on conçoit ces choses-là. Ce sont des impacts d'un projet de développement qui, en plus, est conçu comme un projet de financement. Donc, il y a des impacts, des externalités négatives, c'est comme ça que c'est perçu, qu'il faut comprendre, qu'il faut souvent comprendre dans un espace de temps extrêmement restreint, parce qu'on essaie, en tant qu'institution financière, de brasser de l'argent et de faire vite aussi pour avancer sur des projets. Et là-dedans, donc, cette question-là intervient à un moment, doit être vite traitée, doit être traitée de la manière, si possible, la plus simple possible et la plus compréhensible possible. Et c'est là où nous, on est face à ce défi de devoir expliquer des réalités qu'on sait tous extrêmement complexes, en fait, à des personnes qui n'ont pas nécessairement le background pour appréhender les choses à travers des concepts trop compliqués. Donc, c'est là où je m'en situe. Et je pense que le lien avec le travail d'Étienne est déjà très clair et évident dans ce que je viens d'expliquer. Donc, il y a donc ce besoin finalement de rendre intelligibles des choses qui ne sont pas de prime abord et qui ne sont parfois même pas visibles, on va dire. Hein. Des formes de rapport à la Terre et de lien avec la Terre qu'il va falloir mettre dans des mots qui sont compris par nos interlocuteurs externes, internes à l'AFD. Puis trouver des solutions qui puissent être acceptables, parce que très généralement, la solution, ce n'est pas de remettre en question le projet, mais c'est de rendre le projet acceptable d'un point de vue social et de réaliser le projet de l'AFD. Donc voilà, j'en viens un petit peu à mon petit historique que je me suis concocté à ma manière, en fait, hein, en essayant de faire un peu le parallèle avec ce qui s'est passé. Alors, je parle du LHJP, mais en réalité, on parle du LHJP, on parle à 95% d'Étienne, hein, avec beaucoup de foisonnement et beaucoup d'autres personnes autour de lui, mais qui, je pense, bon, ce sont quelque part dans leurs travaux toujours reconnus à travers tous ces apports colossaux hein, que Étienne nous a tous fournis en fait en termes de bagage intellectuel. Et je commence mon petit voyage là dans les années 1980, et encore une fois, c'est un peu ma lecture des choses, mais ce qui est certain, c'est que dans les années 80, on est encore dans une lecture extrêmement propriétariste et focalisée sur les titres fonciers reconnus par le droit des États au sein des institutions, notamment la Banque mondiale, hein, qui a publié en 1975 un papier qui était un peu la référence à l'époque, hein, et qui, en tout cas, implicitement comprend le titre foncier comme la recette miracle pour répondre à une question qu'on qualifiera plus tard de sécurisation foncière, donc et c'est une doctrine qui a été reprise un peu partout, y inclus par ce qui à l'époque n'était pas encore la Caisse française de développement, mais en tout cas, c'est la doctrine dominante qui, au sein du LHJP, en fait, a été extrêmement tôt remise en question, et dans les travaux d'Étienne Leroy, qui a abordé la question foncière, on le sait, à travers un prisme totalement différent. Donc, il n'a pas tout de suite parlé de sécurisation, enfin, on me corrigera, mais je pense de maîtrise foncière. Et en tout cas, il y a eu ce souci de rendre compte d'une pluralité de visions du rapport à la Terre, qui, je pense, de ma lecture, encore une fois, était assez spécifique en fait au monde francophone, et notamment
aux travaux d'Étienne Leroy, parce qu'en parallèle, on observe dans les pays anglo-saxons, enfin les États-Unis, mais aussi beaucoup Pays-Bas et les Royaumes-Unis, donc cette littérature qui se développe beaucoup sur le pluralisme juridique, mais qui, de ma lecture, en fait, se focalise beaucoup sur la question de la gestion des conflits. Et bon, pendant longtemps, il y a eu ce débat entre est-ce que c'est plutôt des normes ou plutôt des process qui déterminent la manière dont émergent les règles qui sont tenues pour obligatoires pendant ce process de conflit. Mais dans l'héritage de Michel Alliot aussi, hein, je pense qu'il y avait plutôt plus cette réflexion sur les archétypes et sur la manière de penser le droit et de concevoir l'univers, hein, et un univers dans lequel émerge du droit et une règle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement précieux pour les travaux sur le foncier, de vraiment rendre compte de cette superposition de différentes conceptions du monde, et du coup d'une très grande complexité dans la manière même de se projeter dans l'espace et de se projeter dans ce qui peut être quelque chose d'assimilable à une appropriation foncière. Du coup, de ce que, bon, moi j'étais encore bien jeune et bien petit pendant les années 80, donc je n'en sais pas grand-chose, mais je pense quand même observer que dès cette période-là, il y a une espèce de foisonnement intellectuel j'ai l'impression, c'est un vrai vivier intellectuel, enfin, c'est comme ça que j'ai connu l'AJP, qui a en plus essaimé, on est partout en fait, et c'est ça qui est génial et j'anticipe juste un peu ma conclusion, parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment la force des travaux d'Étienne, c'est qu'il a placé des gens partout sans véritablement avoir de stratégie de placement de points, mais il y avait il a forgé des esprits qui sont partis dans la nature et qui se retrouvent sur la vie un peu partout, dans les organisations internationales. Et je pense que c'est quelque chose qui a commencé extrêmement tôt, avec une rigueur intellectuelle et un désir de s'ancrer aussi dans la recherche internationale qui était peut-être un petit peu moins ce qui animait Michel Alliot. Enfin, c'est en tout cas ma lecture des choses. Je pense que Étienne Leroy a apporté au LAJP aussi oui, une forme d'ancrage dans le monde scientifique qui nous a permis aussi de assurance et comprendre qu'on a une place dans ce monde, en fait. Hein, et je pense que c'est quelque chose qui démarre, et peut-être même avant les années 80, mais en tout cas qui a démarré avant mon arrivée, qui n'est même pas là dans les années 1990, qui devrait venir là, hop, de toute façon. Voilà. Année 1990, où ces travaux se poursuivent, s'intensifient, peut-être même au sein du LAJP, mais où aussi dans le monde dehors et dans le monde de développement, et notamment aussi le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont peut-être pas véritablement mises en lien dans un premier temps avec ce qui se passe sur la recherche sur le foncier et ce qui va se passer par la suite aussi en France sur ces questions. Il y a avec, à la fin des années 80, début des années 90, avec l'effondrement du bloc Est et aussi la remise en question de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, il y a clairement un mouvement en parallèle qui naît, qui vise en fait à mieux reconnaître et surtout à revendiquer des droits antécoloniaux. Enfin, donc ça c'est quelque chose qui a été très fortement affirmé en Australie avec ce fameux jugement en fait rendu par la Cour suprême qui a mis fin à ce concept de terre anneuse, donc de cette idée que l'Australie, que la propriété foncière, que l'accès à la terre réglementée n'existait pas avant l'arrivée des Européens, et qui invente ce concept, qui crée ce concept de native title, qui pour la première fois finalement dans le droit, à mon savoir, hein, qu'on consacre l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas consacré par les titres fonciers émis par l'État, mais qui préexistait, mais qui a tout à fait valeur légale dans le système officiel. Et c'est quelque chose, alors Alain Bissonnette me corrigera peut-être parce que je ne connais pas très bien ce qui s'est passé au Canada, mais il me semble qu'il y a eu dans les années 90 aussi une jurisprudence similaire au Canada. En tout cas, cause en Afrique du Sud, c'était le cas, et dans d'autres pays. Il y a doucement quelque chose qui correspond à une reconnaissance implicite, même si ce n'est pas dans toute sa complexité, mais une reconnaissance
implicite et explicite, d'une pluralité de modes de gestion foncière et bon, de ce qu'on pourra ensuite appeler maîtrise foncière en faisant le terme du droit. C'était quelque chose qui, en dehors du monde francophone, assez clairement commence à s'affirmer et commence à être dans l'air. Et en parallèle, il y a eu aussi une réflexion qui a abouti à d'accord, pardon. Donc, en parallèle à toutes ces évolutions, il y a au sein des Nations Unies donc une réflexion très poussée sur l'autodétermination et sur les droits des populations autochtones. Également, on commence à développer des idées en droit international qui s'apparentent à quelque chose comme un petit État dans l'État, on va dire en termes de juriste, donc de l'idée qu'il y a une création de normes et de manière de gérer le social et l'espace qui ne relève pas de l'État et ou en tout cas qui ne peut être reproduit par l'État qu'à posteriori, mais qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui va aboutir à une déclaration début des années 2000, là, des Nations Unies sur les droits des populations autochtones, où très clairement ce principe-là est affirmé, où il y a même une idée d'autodétermination de ces populations au sein des États. Donc, bref, années 90, et ça, c'est pas du tout à l'AGP que ça se passe, mais c'est en dehors, il y a un environnement qui naît, on va dire, qui est de plus en plus propice et qui rend de plus en plus important le type de travaux qui sont menés, en particulier, je dirais, en France, sur cette pluralité des mondes au sein d'un espace. C'est aux années 2000, et là on arrive doucement à la période où le jeune Dominique arrive aussi à l'AJP, hein, mais qui ne connaît pas tout ça et qui, encore une fois, n'a pas beaucoup touché, c'est moi-même, hein, qui n'a pas beaucoup touché aux questions foncières, mais qui commence à soupçonner qu'il y a quand même un gros sujet là. Je me souviens d'ailleurs de ma toute première rencontre avec Étienne Leroy, c'était assez, je m'excuse, je fais une petite parenthèse, qui m'avait pas mal marqué et qui a été vraiment décisif finalement pour moi, parce que je suis venu au LAJP en tant qu'auditeur libre. J'étais en train de finir mes examens de fin d'études en Allemagne. Il y avait un délai d'attente en fait entre les écrits et les oraux, et je me suis dit, tiens, c'est super intéressant, il y a cette histoire. À l'époque, il n'y avait plus en réalité un petit diplôme de deuxième cycle sur les droits africains. Oui, un certificat. Et moi, je voulais faire ça. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment, je suis avoué, il n'y avait pas encore vraiment Internet. On n'avait pas toutes les informations par ce genre de biais. Et j'ai débarqué comme ça à Paris, enfin, au LAJP, et puis je crois que j'étais en contact avec Camille Couillou, qui m'avait dit quelques infos et qui m'avait dit, ouais, mais venez, puis on va vous inscrire au moins un auditeur libre, parce que je comprenais qu'il n'y avait plus ce certificat, mais qu'il y avait le DEA, et que c'était possible au moins en auditeur libre. Enfin. Et donc voilà, je m'inscris là parce que les délais d'inscription étaient passés, et Étienne Leroy reconnaît tout de suite qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu, en fait. Hein, et puis bon, je lui explique rapidement qui je suis. Donc pendant ce premier cours du débat, et il me dit, venez me voir dans mon bureau. Donc, cette petite, je m'excuse, mais cage à balai, là, quatrième étage, pardon. Non, c'est pas pas mal, mais là, c'est tout petit bureau, en fait, hein, au quatrième étage, si je me souviens bien. Et cinquième? Pardon. Ah ouais, c'est important. Et donc, bon, enfin, il me demande hein, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'intéresse, et je me souviens avoir dit que je suis très intrigué par l'Afrique, parce que c'est tellement irrationnel. Et je trouve que. Et il me regarde très gentiment, et comme il me faisait, enfin, simplement, bon, vous allez voir, que tout ça est bien plus rationnel que vous le pensez. Et bon, c'est avec ça qu'il m'a laissé, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il veut
Mais bon, je me souviens, ça avait marqué, et puis bon, du coup, j'étais parti, c'est comme ça qu'il a lancé finalement cette aventure intellectuelle, en fait, hein, et qui se poursuit, même là où je suis maintenant, là, dans mon petit cercle rouge, là, vraiment, de désir, hein, de rendre intelligible, de comprendre et voilà, et de rationaliser quelque part des choses qui ne sont pas si simplement visibles, hein, et qui peuvent paraître irrationnelles et non systématisables du prime abord. Donc voilà, c'est cette petite phrase-là. Ça, monsieur, vous allez voir, c'est beaucoup plus rationnel que vous pensez. Bon, ça m'avait marqué, et c'est vrai que c'était le départ de l'aventure. Hein, donc ça aussi, ça se passe vers ouais, le début des années 2000. Hein. Donc, c'est pas parce que j'arrive que je dis que c'est la dynamisation de la réflexion, hein, mais je pense que c'est quand même un moment où la réflexion s'intensifie aussi, et tout particulièrement encore en France. Peut-être, alors ça c'est une supposition, mais peut-être aussi parce qu'il y a eu ce fameux rapport Doing Business, hein, de la Banque mondiale qui sort pour la première fois en 2004. On le met rarement en lien avec nos réflexions sur le foncier, mais ce tout premier rapport Doing Business de la Banque mondiale, donc, qui dit en gros dans quel pays on peut investir et dans quel pays les choses sont simples, avait très très négativement noté les États de droit civil à héritage français, estimant que les systèmes de sécurisation foncière, enfin, à travers le titrage et tout le système de titres fonciers et de cadastre, que c'était beaucoup trop lourd et qu'il y avait beaucoup trop de démarches à faire pour titrer une terre, alors que les pays anglo-saxons s'en sortaient beaucoup mieux. Et ça, c'est quelque chose qui avait créé quand même quelques remous sur le plan politique, parce que clairement, la France et les anciennes et les pays à héritage de droit civil s'en sortaient plutôt mal dans ce ranking. Et il y a eu des discussions donc, entre la présidence française, hein, et la Banque mondiale, qui a fait que ces critères ont été revus par la suite, hein, et que donc la France a été différemment notée, mais je pense qu'il y a eu aussi à travers cette histoire-là et une espèce de dynamisation en France qui a quand même fait penser que l'activité foncière, il faut qu'on la prenne au sérieux. Il faut qu'on regarde un peu plus près. À mon savoir, il y a depuis aussi des experts français en fait qui sont à Washington et qui travaillent sur ces questions et qui essaient aussi d'injecter une perspective plus francophone, plus française de la question dans les débats. Et il y a, et là vient ma grande question, parce que je ne connaissais justement pas l'âge du comité technique foncier de développement, et Michel m'a dit que c'était plus de 20 ans, hein, donc le comité antedate finalement cette histoire de Doing Business. Oui, mais c'est peut-être en parallèle, on va dire, que se crée donc ce qui, de toute évidence, surtout de la perspective de l'AFD et de la coopération française, est vraiment au centre de ce dialogue, hein, entre recherche en très grande partie pilotée et déterminée par Étienne Leroy et le monde des praticiens du développement, donc ce comité qui va se créer. Alors, je ne connais pas bien la genèse du comité, mais qui en tout cas réunit. Oui, c'est le MAE. L'AFD, bon, a dû être dedans assez rapidement aussi, j'imagine. D'accord, donc c'est ouais. D'accord, ok. Donc, mais en collaboration directement avec des praticiens, c'est-à-dire des géomètres, des notaires et la recherche. Oui, exact. Oui. Ouais. Bon, de toute façon, les grands experts et même les dinosaures de cette institution en témoignant beaucoup mieux que moi. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, très clairement, le comité est au cœur de la réflexion, des échanges et aussi de la conception de projets qui touchent au foncier au sein de l'AFD. Jusqu'aujourd'hui, très clairement, quand au sein de l'AFD, qui aujourd'hui domine, on va dire, l'opération française en termes de gestion de projets, etc., aucun projet dans le fond, dans le domaine
tout ce qui est accès au foncier se fait sans qu'à un moment donné, on sollicite au moins le comité, sans qu'on passe aussi par cette plateforme qui a pris une très grande importance et au sein de laquelle Étienne a toujours joué un rôle extrêmement important, avec effectivement les chercheurs de Montpellier et autres. Donc ça a toujours été un point très important. Mais je pense que des gens comme Michel pourront beaucoup mieux, qui sont en train de travailler en plus sur l'histoire, pourront beaucoup mieux compléter que moi. Ce qui s'intensifie pendant la même période, c'est aussi les échanges au sein de la Banque mondiale, avec une conférence qui naît pendant ce temps-là aussi, annuelle sur les questions foncières, dans une perspective quand même sensiblement différente et beaucoup plus orientée praticien que chercheur, mais en tout cas, on assiste au cours des années 2000 quand même donc à un intérêt de plus en plus accru pour ces questions-là au sein du monde des acteurs du développement, qui est très, très clair et qui se matérialise en particulier dans le monde francophone et en lien avec les recherches de RSC, avec des projets à Madagascar, donc les fameux projets de certification foncière, on va dire plus largement de reconnaissance de pluralisme d'accès aux fonciers dans différents pays, avec plus ou moins de réussite, ça c'est un autre sujet, plus ou moins de malentendus aussi parfois, mais en tout cas, il y a dans toute une série de pays, notamment francophones, aussi en Afrique de l'Ouest, des projets qui émergent et qui, en particulier avec Madagascar, deviennent des pilotes en la matière. Et bon, pendant cette période-là aussi, et là c'est très difficile de dire, je dirais, hein, qu'est-ce qui relève d'Étienne Moix, qu'est-ce qui relève de la recherche française, qu'est-ce qui relève de qui, mais en tout cas, il y a très clairement et doucement des doctrines, des stratégies de bailleurs et d'agents de développement qui se développent et qui clairement reprennent le même type de concept qui, au début des années 2010, commence à s'accélérer et à se consolider, en particulier dans les directives, dans ce qu'on appelle les directives volontaires de la FAO, hein, qui sont un document de référence jusqu'à aujourd'hui, donc qui donne également des lignes de directives pour les politiques foncières, consacrant précisément une place à des formes de pluralisme d'accès, de reconnaissance de l'accès au foncier au sein des systèmes des États. Il y a aussi, pendant ces années 2010, donc, l'idée de l'existence d'une expertise foncière, hein, c'est vraiment au nom de cette expertise, même si je ne suis pas forcément un grand expert de la question, mais c'est au nom de cette expertise-là aussi que je peux me prononcer aujourd'hui au sein de l'AFD. C'est quelque chose qui, avec le temps, a été reconnu, c'est quelque chose de compliqué, et que c'est quelque chose qui nécessite une expertise plus poussée. Et ça, je pense que c'est très clairement quelque chose qui a pu s'établir dans ce dialogue et dans cette reconnaissance progressive au sein des institutions. Et là, je pense que le comité foncier a joué un rôle extrêmement important pour faire comprendre que ce n'est pas une question technique très simple qui se résout avec l'émission d'un titre foncier ou la connaissance des systèmes fonciers, des systèmes juridiques fonciers établis par les États, qui ne se résolvent pas uniquement par cette connaissance-là, mais qui implique une connaissance plus approfondie de la question. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense très clairement, au plus tard, pendant les années 2010, se met en place. Et ce sur quoi moi je travaille, là, qui est le dernier point là dans ma liste, les standards sociaux, c'est aussi quelque chose qui émerge pendant ces années 2010. Donc les bailleurs de fonds, qui en principal, là, donc les fonds de développement, se dotent, alors que avant, on concevait le travail que je fais comme quelque chose qu'on appelait safeguard, des sauvegardes sociales, donc comme quelque chose qui permet de protéger les populations qui sont impactées par les projets des interventions, une approche qui était principalement aussi économique, donc pour dire, OK, ben, vous perdez quelque chose, même si la terre ne vous appartient pas, mais on va vous donner de l'argent pour compenser ça, etc. Doucement, pendant les années 2010, on avance vers quelque chose qu'on appelle aujourd'hui des standards sociaux. Aujourd'hui, on parle des Environmental and Social Standards, c'est ça qu'on applique aussi à l'AFD, hein, qui
que la Banque mondiale a développé et qui donc fixe des standards, dont la reconnaissance des droits coutumiers et des droits d'autodétermination des populations autochtones, qui sont clairement inscrits dans nos standards aussi AFD, qui avons repris les standards mondiaux, donc qui tient pour acquis et pour base en fait pour notre approche vis-à-vis aussi du phénomène foncier, la reconnaissance de cette pluralité de modes de gestion. Et ça, c'est quelque chose auquel, bon, les gens comme moi, désormais veillent. Le poste que moi j'avais il y a 10 ans, il n'existait tout simplement pas. Donc, et il y en a d'autres dans la maison qui sont beaucoup plus en contact avec le comité foncier. Ce sont les gens qui conçoivent ce sont principalement des agronomes, qui conçoivent des projets, en particulier dans le domaine des politiques foncières, qui nous complètent, qui sont là pour, à l'échelle des États, mettre en place des dispositifs qui favorisent la reconnaissance de ce type de droit au sein des dispositifs des États. Moi, je suis plus là pour m'en assurer au sein de l'ensemble des projets, y compris dans les États où cette reconnaissance n'a pas lieu. Donc en gros, on a voilà, cette question a pris de la place. Je commence à approcher de la fin parce que ce qui se passe dans les années 2020, on ne sait pas encore, mais en tout cas, je pense assez clairement, l'aventure se poursuit. Vous retrouvez là le petit terme de termite là, que j'avais entendu aussi un jour de la bouche d'Étienne Leroy, et que j'ai bien aimé, qui se comparait. Alors je crois que c'est dans une vidéo de Christophe Eberhard, en fait, hein, un entretien avec. Je ne sais pas s'il se compare lui-même, ou en quelque sorte notre communauté, à des termites, mais des gens discrets, pas forcément visibles, mais comme il dit dans cette petite interview-là, qui rongent le meuble de l'intérieur. Et c'est exactement, je pense que c'est exactement l'image, en fait, hein, que ça évoque pour moi, parce que pour avoir, avant même de rentrer à l'AFD, beaucoup bougé aussi en Afrique, pour travailler avec différentes institutions, on rencontre par-ci par-là toujours des gens qui sont passés, et c'est extraordinaire, par ce laboratoire, qui ont connu Étienne, qui ont été marqués par cet homme, et qui, voilà, et qui rongent. Chacun dans son coin, moi dans mon petit cercle rouge, là, et les choses bougent. Je pense que c'est ce qu'on voit là. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est ce travail sur le foncier, est-ce que c'est la recherche, on ne sait pas exactement où ça va, mais les choses bougent quand même, assez clairement. Et je suis persuadé, que c'est évidemment, parce qu'on ronge chacun dans notre coin, que ça se passe comme ça. Donc oui, voilà, j'en resterai sur l'image des termites là en conclusion. Mais je vous remercie. Et puis après, on fera peut-être un jeu commun de questions. Mais merci pour cette intervention très intéressante. Je suis toujours très intéressée par les institutions parce que ça permet vraiment de remettre en contexte, de relativiser. Alors, une internationaliste que je suis, évidemment, était très intéressée par toutes ces grandes institutions internationales qui, dans le temps présent, ont tendance à du droit international. On voit évidemment à quel point sur extraordinaire, hein, que cette durée de 20 ans, pas se réagir sur politique, on a presque envie de dire les institutions françaises qui restent. C'est quasiment ça finalement, hein, sur les 30 ans, c'est ça, c'est la France et l'Étienne qui continue, qui s'enrichit, qui continue dans la même ligne, hein, dans le creusement de la vérité, puis ces institutions. Et puis, bon, petit à petit, finissent par s'ajuster et voilà, le rôle de ces termites, effectivement, est vraiment fondamental. Hein. Petit à petit, les grandes